donc je me suis dit, je vais faire quelque chose, présenter quelque chose à titre d'essai, pourquoi pas, d'essai nucléaire, bonne blague. Parce que je me suis dit, donc j'ai créé ce qu'on appelle un petit guide de la paranoïa collective pour remettre peut-être à jour toutes ces choses dont les cultures populaires se sont très tôt emparées. J'ai complètement, je suis passé à côté complètement de certains champs, hein, la littérature, pourtant j'aurais pu aborder la science-fiction, le comics, la musique, bon. Mais je me suis centré sur plutôt le cinéma, qui était quand même quelque chose, vraiment un art populaire par excellence, et puis d'autres petites choses. Puisque je me suis dit, tiens, la mort, c'est une grande source de peur depuis l'Antiquité, mais l'Apocalypse, c'est aussi une grande source de peur, et puis après il y a eu l'enfer, et puis il y a eu le diable, et puis il y a eu les épidémies, les maladies. On verra que les délinquants juvéniles sont aussi une source de peur dans l'Amérique des années 50. Et puis, on parlait tout à l'heure de la peur de l'explosion démographique. Voilà, il y a à la fois des peurs et puis des solutions. L'Holocauste nucléaire est évidemment une solution pourquoi pas, en tout cas certains scientifiques aimeraient bien le prouver, à la surpopulation démographique. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la représentation collective. Donc je vais appuyer sur mon bouton, je vais arrêter de discuter. Donc je me suis dit, une des premières peurs, en tout cas, les peurs sont de tout temps. Donc j'ai trouvé ce monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Granville, qui est un illustrateur français, il faut aussi de la gravure, etc. Et lui, en fait, on l'appelle le Jérôme Bosch de l'ère de la vapeur. Donc c'est peut-être un précurseur de la culture steampunk, en l'occurrence. On voit que ce monsieur, à une époque où la vapeur faisait peur aux gens, parce que c'était quoi cette nouvelle technologie qui allait bouleverser un peu le paysage, lui représentait des gens qui, comme vous pouvez le voir peut-être, sont complètement machinisés. Donc c'est l'homme réduit à l'état de machine à vapeur en l'occurrence, donc cet orchestre ici. Voilà, et Granville, il a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle Le Dernier Homme. Alors ça c'est bien, ça fait toujours écho, Le Dernier Homme, il y a plein de gens ont écrit sur Le Dernier Homme. Marie Shelley n'a pas écrit que Frankenstein, elle a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Le Dernier Homme, dont le postulat était qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus qu'un homme sur Terre après une catastrophe. L'époque, évidemment, n'était pas à la catastrophe nucléaire, mais on pensait déjà fort catastrophe. Alors, qui mieux que les expressionnistes allemands ont représenté nos terreurs collectives? Les expressionnistes, c'était vraiment des gens un peu extralucides. Alors, derrière le terme d'expressionnisme allemand, on met énormément d'artistes qui ne se sont jamais revendiqués de l'expressionnisme, mais ça peu importe. Et donc, on voit que ces gens adoraient l'idée d'un monde nouveau qui naîtrait de cataclysmes. Évidemment, le nucléaire n'est pas encore présent dans les esprits. Et Ludwig Meiner, dans son paysage apocalyptique de 1912, il est particulièrement frappant puisqu'on voit les deux personnages au premier plan qui fuient un orage de feu, un incendie, etc. Et donc c'est aussi 2 ans avant la Première Guerre mondiale, qui procurera évidemment, c'est l'époque vraiment où cette guerre, on la sent venir dans justement cette représentation des terreurs collectives, et elle finira par venir, et être beaucoup plus violente et beaucoup plus dévastatrice qu'on ne le croyait. Donc je poursuis ma petite folle... Je ne maîtrise pas encore bien, mais une fois que... Voilà, toujours, j'aime beaucoup ce tableau de Paul Nash. Paul Nash est un Anglais qui a fait la Première Guerre mondiale, et en 1918, il produit ce qui est vraiment un peu, pour être aussi le leitmotiv de la journée, enfin de ce midi, We are making a new world, on est en train de construire un nouveau monde, et sa représentation, c'est évidemment un champ de bataille sur lequel ne survit ni plantes, ni êtres humains, ni animaux. Donc c'est un peu une vision qui préfigure ce que d'autres représenteront à l'ère de l'atome, donc l'Holocauste nucléaire. Dans le même ordre d'idées, toujours un peintre anglais qui a fait la Première Guerre mondiale dans les tranchées, Wyndham Lewis, Battery Shell, donc c'est une batterie d'artillerie, il était artilleur, qui a été bombardée. Et lui, c'est un des premiers à imaginer, mais en fait il revient aux conceptions qu'on a vues au début de Granville, en se disant l'homme demain sera réduit à un état d'esclavage et un état de machine. Et donc il y a encore des êtres humains qui ont l'air humains, mais tous ceux qui ont subi le feu du bombardement sont déjà réduits à des gens comme les Tommies ou les poilus dans les tranchées se sont sentis à un moment donné, ou chez les Allemands, idem, cette espèce de rétrogradation de l'humain à des fonctions naturelles de survie, etc., un peu un retour à l'âge primaire. Voilà. Donc, un peintre espagnol, José Clemente Orozco, Les Morts, 1931, ça,
c'est Manhattan. Très intéressant de représenter Manhattan complètement détruit par on ne sait pas quoi, un tremblement de terre, etc. Donc pourquoi Manhattan? Parce que simplement ce peintre qui était très proche de Diego de Rivera et Frida Kahlo a vécu à un moment donné à New York et a été influencé par ça. C'est impressionnant parce que ça fait écho à un roman vous connaissez tous Herbert George Wells, L'île du docteur Moreau, La guerre des mondes, etc. Wells, en 1908, il publie un roman qui s'appelle La guerre dans les airs, où il imagine que les Allemands, là aussi on est à la veille de la Première Guerre mondiale, donc le Kaiser Guillaume II envoie des zeppelins bombarder New York, Manhattan, etc. Donc Manhattan a toujours été un centre de fantasme pour la destruction. Vous savez que ça s'est finalement concrétisé en 2001, malheureusement, mais aussi peut-être rappeler que les scientifiques qui ont été rassemblés dans le projet qui a défini la mise en œuvre de la bombe atomique, la bombe A, à partir de 1939, s'appelait projet Manhattan. Tout simplement parce que une partie des ingénieurs étaient localisés à Manhattan et donc il était de coutume qu'on donne le nom de la localisation d'une partie des ingénieurs. Et même s'ils ont travaillé ailleurs, c'est devenu le projet Manhattan. Donc pourquoi est-ce que Manhattan finalement focalise comme ça l'attention? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant de le rappeler. Et donc, je voulais aussi vous montrer ça. Ça, c'est ce qui reste d'Akasuka. Akasuka, c'est la banlieue de Tokyo. Et donc, quand la bombe atomique a été lancée en août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, on a un peu oublié que quelques mois avant, en l'occurrence dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, les Américains avaient, non pas lancé de bombe atomique, mais ils avaient lancé vraiment un déluge de feu absolument hallucinant sur cette banlieue tokyoïte d'Akasuka. Il y a eu autant de morts plus de 100 000 morts, il y a eu autant de morts qu'à Nagasaki. Il faut peut-être rappeler que ça, c'était clairement une stratégie alliée, une stratégie qui a été définie d'ailleurs par les Anglais. Churchill avait dit il faut bombarder les villes allemandes, il faut raser les villes allemandes et surtout allons dans les quartiers populeux, là où il y a des ouvriers, là où il y a beaucoup plus de monde. C'est pour ça que dans les grandes villes allemandes qui ont été rasées comme Dresde, Berlin ou Hambourg, on a beaucoup moins touché, en tout cas à Berlin, au quartier résidentiel où par exemple vivaient les nazis dans leurs grandes villas. On s'est beaucoup plus attaqué, notamment à l'architecture Bauhaus, qui rassemblait les populations ouvrières. On s'est beaucoup plus attaqué à ça. C'était vraiment une stratégie délibérée. Les Américains n'étaient pas d'accord au départ. Ils ont quand même finalement... eux, ils étaient plus dans la frappe chirurgicale. On appelait déjà ça à l'époque. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va faire comme Churchill veut, et au Japon, on va le faire, on va commencer par ça. Et donc, Hiroshima et Nagasaki, c'est une chose, ça c'est encore autre chose, et c'est vraiment l'idée d'infliger la terreur aux populations pour qu'elles se démoralisent et pour qu'on précipite la fin de la guerre. Ça n'a pas du tout marché en Allemagne, au contraire, la résistance acharnée des derniers partisans du régime à Berlin a fait qu'on a bien vu que la population, ça renforçait plutôt un moral guerrier. Voilà. Alors, maintenant, on va quand même revenir à ce qui était l'objet de cette présentation, c'est-à-dire le cinéma. Ouais, ça va être plus gai. Et donc, un petit trailer pour commencer, ça dure 1 minute 50, même pas, 1 minute et demie. Voilà. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous lisez juste ce qui a été écrit. All over. I was the only one alive. In all New York, the only one alive. Roseanne, what about us? Not quite satisfied with this return to nature of yours. Not when the cities are open, waiting for treasure chests. Everything in the world is there for us, everything for the taking. I want to tell you something. Why did you do it? Why did I do what? Get out now.
in my own time. Couldn't we go back now? You little fool, I got you away. You don't think I'm going to take you back. Donc, pourquoi je choisis de commencer par là? Parce que tout simplement, Five, qui en fait vient de ressortir. Pardon. Pourquoi j'ai commencé par là? Parce que tout simplement, Five, qui vient de ressortir dans une maison d'édition française qui s'appelle Back Film, est un sans doute des premiers films qui parlent du monde d'après, du day after. Ça, c'est vraiment le thème. Donc, il y a eu, et c'est dit de manière explicite dans le film, une catastrophe nucléaire. Il reste donc une femme et 4 hommes. Qu'est-ce qu'on fait quand il reste une femme et 4 hommes? Alors, même l'affiche vous montre la femme en train de courir et les hommes cachés derrière, à l'affût de la proie. Ce film est le premier parce qu'en fait, il date de 1951. Alors, c'est une période un peu charnière. Donc, dès 1951, le thème est abordé. Alors, en fait, je ne veux pas vous raconter le film, mais ça ne se passe pas tout à fait comme vous avez vu dans le trailer, etc. Tout d'abord, au bout d'une demi-heure, il y a un des hommes qui est un vieux monsieur qui n'a jamais connu que les banques et qui ne parle que de chiffres, meurt parce qu'il est malade. Donc ils sont 4, ils sont plutôt 4 en tout, une femme et 3 hommes. La femme est déjà enceinte, elle va chercher son mari d'ailleurs dans les ruines de New York, une fois de plus on n'est pas loin de New York, mais elle trouve refuge chez un type qui vit tout seul et qui est en plein retour à la terre et au jardin d'Éden en pleine nature. Et puis un troisième personnage qui est un aventurier qu'elle trouve le fait qui va foutre le brin dans tout ça. C'est pas un film où il y a une happy end, la femme va accoucher, le bébé finira par mourir, enfin bon, c'est pas une happy end, mais elle oppose deux conceptions, voilà, c'est une première vision de ce qui pourrait se passer après, et donc la conception qui va s'opposer, c'est entre le type qui dit, ben moi, on va profiter pour refaire quelque chose, mais on va revenir à la Terre, donc on va quitter les villes, où de toute façon il y a un taux de radioactivité mortel, et on va recommencer à cultiver la Terre, donc il le fait, notamment, le vieux monsieur arrive, j'oublie de vous le dire, avec un Afro-Américain, qui sera évidemment victime non pas, il va être bien accueilli dans la communauté, personne ennemie, mais par contre l'aventurier va le rejeter en disant moi je ne parle pas au noir. Enfin, donc il y a aussi, on aborde la question, on est en 51, on aborde la question des droits des Afro-Américains. Il fera d'ailleurs lui l'Afro-Américain complètement poignardé lui, donc voilà, il y a vraiment pas trop de, c'est pas très joyeux. Et donc où on revient à la Terre, on recommence, donc on revient toujours à cette idée, on a tout nettoyé et puis on va recommencer un monde nouveau, ou alors, et ça c'est la vision de l'aventurier, il n'y a plus besoin de rien foutre, puisque dans les villes, il y a suffisamment de quoi vivre et se nourrir allègrement, il faut simplement y aller, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'opposition, et on verra qui gagnera, donc je vous laisse voir le film, vous avez envie. C'est un film très intéressant, qui a bien vieilli. Il faut quand même se rendre compte que c'est la période, il faut le signaler, d'une propagande véritablement de l'État américain sur le nucléaire, la bombe A, la bombe H, et donc les premiers grands essais nucléaires qui seront notamment dans les fameux atolls de Bikini, où je pense que le premier c'est à Eniwetok en 52, Bikini c'est en 54. Donc des essais nucléaires de bombes de 10 ou 15 mégatonnes qui vont avoir des répercussions énormes. Il y a des Japonais qui vont être des marins pêcheurs japonais qui vont être irradiés, qui vont rentrer au Japon avec leur cargaison, etc. Le Japon protestera, mais bon, 9 ans après Hiroshima, les Américains leur disent mais vous n'êtes que des communistes, parce que les deux grandes terreurs de l'Amérique à l'époque, c'est évidemment la peur du communisme, la peur du rouge, qui est présent, c'est l'époque du macartisme, c'est l'époque où la science-fiction, dans cette production cinématographique, va beaucoup relayer cette terreur sous forme d'invasion extraterrestre, etc. Et puis, la deuxième peur, ça c'est complètement de l'irrationnel complet, c'est la peur du délinquant juvénile. Le jeune qui écoute du rock'n'roll, etc., ça va devenir une source, mais absolument terrorisante pour beaucoup des États-Unis. Et énormément de films, beaucoup plus que les films de science-fiction de ce type-là, vont être produits sur les délinquants juvéniles. Graines de violence, etc., etc. Bon, il y a quand même quelques classiques. Et donc, c'est assez hallucinant. Alors que, par ailleurs, quand les États-Unis ont bien compris que dans les atolls du Pacifique, ça ne le faisait plus, on allait le faire où? Dans le désert du Nevada, il y a des gens le dimanche qui venaient assister de loin, en famille.
vraiment le mythe américain, on met la grande couverture, on va pique-niquer, et puis la Terre trempe, ça y est, il y a une explosion nucléaire à quelques 300 km de là. C'est absolument hallucinant, mais c'est comme ça. Ces terreurs ne vont les Américains vont changer de point de vue à partir du moment où ils vont se rendre compte que les Russes ont mis au point des armes nucléaires de type missile qui peuvent très bien leur tomber dessus un jour ou l'autre. Et puis après, dans les années 60, la baie des cochons, etc., je ne vous refais pas l'histoire, là, on va se dire, ben, en fait, ça peut nous tomber dessus. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres du monde avec nos bombes. Donc c'est, voilà, rhétorique de la peur. Économie de la peur, je fais une petite parenthèse aussi, c'est quand même la période où, malgré tout, on nous vend des abris antinucléaires. Et donc ça serait la grande vogue des abris antinucléaires, chacun le voulait, mais ressenti comme un retour aux sources, un retour dans le ventre maternel, quelque chose qu'on aime bien avoir dans son jardin, parce que c'est vraiment ça qui fait la grandeur du pays, c'est de pouvoir anticiper aussi ce qui pourrait se passer. Et le grand écrivain de science-fiction, Philippe K. Dick, qui écrira le roman qui a inspiré Blade Runner, ou Ubik, enfin Philippe K. Dick, un des plus grands écrivains de la science-fiction qui est mort dans les années 80. Une de ses premières nouvelles en 1956, Vous êtes mort, Monsieur Foster, traite de ça, et sous l'angle de l'économie de la peur. Il montre comment, dans la société, si vous n'aviez pas, évidemment il anticipe, si vous n'aviez pas chez vous votre abri antinucléaire, bah, vous étiez mal considéré par le voisinage, et donc c'est l'histoire d'un gamin qui à l'école subit des brimades et force un peu son père à investir finalement. Sauf que le marché étant là, chaque 6 mois, on invente l'obsolescence programmée, et donc il faut perfectionner votre abri anti-atomique, et finalement, ben, le père ne sait plus payer les améliorations techniques qui viennent tous les 6 mois. Et donc il retombe, et le gamin ne veut même plus quitter l'abri, et malheureusement il revient un jour, et on a dû le démonter parce que le père a dû revendre, donc c'était un drame absolument. Donc voilà, ce sont des thèmes qui viennent déjà, encore de manière, c'est pas encore très exploité par le genre, mais l'économie de la peur, c'est quand même quelque chose. Il y avait l'instrumentalisation de la peur, on pourrait parler de l'Église, de l'Apocalypse, la peur de l'enfer. L'économie de la peur, ça existe aussi à partir de ce moment-là. Alors, j'étais dans Five, je passe dans Godzilla. Alors ça, c'est un film extrêmement important. Alors vous me dites, oui, c'est une marotte, Denis aime bien Godzilla. Oui, j'aime bien. Mais, parce qu'en 1954, c'est l'époque des essais nucléaires, notamment dans les atolls du Bikini, et des protestations qui n'auront jamais de suite des Japonais. Et Inoshiro Honda, il produit un film, c'est 9 ans après Hiroshima et Nagasaki, et il faut rappeler que Godzilla, avant de devenir l'ami de l'humanité dans la série qui en a suivi, c'était un monstre né des expériences nucléaires. Donc ce sont les Japonais qui pratiquent des expériences dans les atolls du Pacifique, qui enfantent, sans le faire exprès, une espèce de monstre préhistorique, mais qui n'est pas vraiment lié à l'ère préhistorique. Et donc en fait Godzilla, c'est le rédempteur. Lui, il dit, ben voilà ce que vous avez fait, et qu'est-ce que je vais faire moi pour me venger? Je suis la nature, vous détruisez la nature, je vais me venger, et qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit Tokyo. Les Japonais, voilà. Et donc pour les Japonais, c'est très traumatisant, parce que c'est eux qui produisent ça. Et alors, là, je vous montre l'affiche américaine, parce que les Américains, évidemment, pas question qu'on vienne leur donner des leçons de morale, puisqu'ils sont quand même responsables de ça. Et donc, on est dans la version américaine, complètement remontée, et dans laquelle on introduit le personnage de Raymond Burr. Ceux qui s'en souviennent, c'est l'homme de fer, le flic qui était dans les années 80, 70. Donc, Raymond Burr, en fait, il fait le journaliste américain qui commente les images. Et donc, toute la dynamique basée autour de la terreur nucléaire est complètement gommée par ce remontage américain. Il faudra attendre quelques années pour qu'on puisse aujourd'hui voir la version originale que je vous conseille évidemment. Voilà, donc dans le même ordre d'idées, un film très intéressant, mais là on est en 59, donc vous voyez quand même un bond entre le premier Five 51, Le Monde, la chair et le diable. Là c'est 3 survivants, on est un peu sur le même truc. Harry Belafonte, qui était déjà une star de la chanson, qui est un noir américain, avec une femme et un homme qui est très raciste, et donc, bref, ils sont dans le New York, une fois de plus. Ils ont tourné Le Petit Matin à New York, donc on n'a pas fait de décor, c'est en décor naturel, c'est assez impressionnant comme film, un peu longuet. Et donc, on est sur ça. Donc, Le Monde, la chair et le diable, c'est, selon Saint-Marc, c'est les ennemis de l'âme. Hein. Donc, voilà. Et donc, en fait, comment, dans un monde dévasté, on va essayer de reconstituer un monde où finalement les défauts de l'ancienne humanité sont toujours là. Là, on est plutôt dans la happy end. Finalement, tout le monde va, grâce au rôle de la femme. J'ai oublié de vous dire que dans Five, le rôle de la femme était un peu potiche, un peu. Bon, elle ne sait pas vers quel homme aller. Celui-là est intéressant. Donc voilà, faut quand même bien se dire que voilà.
Alors, dans le même ordre d'idée, mais beaucoup plus mélodramatique, et toujours en 59, On the Beach. Là, vous voyez, on est avec Ava Gardner, Tony Perkins. Là, on est déjà dans la grosse production avec des vedettes. Il n'y a qu'un petit groupe de l'humanité qui a survécu. Ils vont essayer d'aller sauver un autre groupe à l'autre côté de la planète. Ça va pas bien se finir. Ce sont des militaires qui sont en charge de l'expédition. Ce film ne va pas avoir de succès tout simplement parce qu'aux États-Unis, on va dire que c'est un film très défaitiste. En fait, c'est un film qui est aussi, c'est pas des films qui ont des happy end, quoi. Voilà. Alors j'accélère parce qu'il faut que j'accélère. Alors le classique absolu, évidemment, 1964, c'est Docteur Folamour de Stanley Kubrick. C'est Stanley Kubrick. C'était déjà un réalisateur très en vogue, donc forcément le film devait sortir le jour de l'assassinat de Kennedy. Il est donc reporté en 64. Sidney Lumet, ce jour-là, lui, sort un autre film intéressant qui s'appelle Point Limite, mais on demande à Sidney Lumet de postposer, donc son film il tombe carrément dans l'oubli, parce que celui-là, évidemment, ça va être le truc du box-office. Et c'est vrai que Docteur Folamour, donc l'histoire de un général américain, Jack the Ripper, donc Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, qui est dans sa base, reclus, qui est complètement parano. Il pense que les Russes ont contaminé l'eau, ont fluorisé l'eau, et donc lui, il a notamment perdu ses facultés sexuelles, et donc il décide d'envoyer un ordre d'attaque immédiat de B-29 sur l'Union soviétique. Donc le film est une cellule de crise où on va essayer de ramener, vaille que vaille, les avions, mais il y en a un avec qui on ne sait plus communiquer parce qu'ils ont le système de télécommande est pété, et donc en fait, finalement, on va quand même aller, ils ne parviendront pas à ramener le dernier. Donc il y a énormément de choses à apprendre de ce film, puisque le docteur Folamour est un ancien savant nazi exfiltré, comme beaucoup de savants nazis exfiltrés par les Américains après la guerre. Werner von Braun, créateur des V1, des V2, qui a travaillé sur le programme spatial, etc. etc. Peter Sellers fait 3 rôles, le président des États-Unis, le docteur Folamour, qui n'arrête pas de faire à Hitler dans son truc, et aussi un général anglais de la RAF qui essaye de stopper Jack the Ripper, mais il n'y arrivera pas. Donc c'est une histoire de la paranoïa, mais c'est aussi l'histoire des scénarios de guerre, puisque quand ils se réunissent, il y a un général qui dit comme on a envoyé les avions, autant qu'on aille jusqu'au bout. J'ai calculé, en cas de guerre nucléaire, on tue 150 millions de Ruskov, alors que chez nous, nos pertes seraient entre 15 millions et 20 millions. On peut y aller. C'est la théorie. Et donc, le docteur Folamour dit, oui, en plus, moi j'ai une théorie, enfin j'ai un truc, on peut très bien prendre l'élite de l'humanité et la mettre sous terre, tout est prévu pour, et on sauvera l'élite de l'humanité, et le reste, on s'en fout. Docteur Folamour, c'est jubilatoire parce que c'est sous le mode de la comédie, c'est 1h30, mais il y a énormément de choses qui passent, quoi. Donc on pourrait en dire plus. Et alors je terminerai avec le film le plus déprimant que j'ai jamais vu de ma vie, La Route, donc tiré du grand roman La Route de Cormac McCarthy, grand écrivain américain. Donc La Route, c'est une photo d'exploitation parce que je pense que jamais on ne voit le père et son fils, c'est le père et son fils avec une caddie, mais c'est sans doute aussi pour marquer le coup, vous savez, quand le monde disparaît, les gens retournent vers ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire pousser des caddies, ou comme The Day of the Dead de George Romero, ils retournent vers le centre commercial, même zombifié. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est un film extrêmement déprimant, parce que le père il part sur la route vers un hypothétique mieux-être sur les côtes, donc il va retrouver la mer, je ne dis pas l'état de l'océan. Il apprend à son fils comment se suicider, puisque il faut dire que les gens qu'ils vont rencontrer sont des bandes rivales qui pratiquent le cannibalisme. Il faut donc passer à travers les mailles du filet. Si il tombe, il faut savoir se suicider. Ils ont un revolver. Donc à un moment donné, il y a une scène où ils montent. Moi, toi, tu mets le revolver comme ça, gamin, tu fais comme ça. Bon, voilà. La maman n'a pas voulu les suivre. Elle-même s'est suicidée parce qu'elle était trop terrorisée. C'est vraiment une histoire de terreur parce qu'il pouvait lui arriver. Donc le gamin, voilà, ça se termine épouvantablement mal. Il y a peut-être une lueur d'espoir à la toute fin, mais vraiment, c'est un film que je vous conseille, mais je vous le conseille parce que vous le regardez une fois, vous ne voulez plus jamais le revoir. Voilà. Et voilà. Et donc, j'évoque, juste pour terminer, un autre film que j'ai découvert par le biais de mon collègue excellent Aurélien, qui s'appelle Freds, 1984, un film anglais qui a l'air absolument, mais absolument beaucoup plus terrifiant et beaucoup plus déprimant, mais malheureusement, lui, je n'ai pas eu le temps de le voir, donc la prochaine fois, j'essaierai de voir Freds et on en parlera avec Aurélien. Voilà, c'est un rapide survol. Vous me direz ce que vous en pensez plus tard, hein, quand nos amis plus spécialisés que moi, il faut le dire, auront parlé. Merci. Bonjour, merci. Moi aussi, hein, merci d'être venu, même si je pense que c'est la blague convenue maintenant.
Oui, donc, pour ma part, je voulais commencer par une petite anecdote, pour la simple et bonne raison qu'on se posait la question, d'une part, comment appréhender la problématique nord-coréenne sous l'angle culturel et peut-être sous l'angle de ce que nous pouvons faire ici. À mon sens, d'abord, c'est en comprendre les tenants et aboutissants qui peut permettre d'avoir une action donc, réfléchie et utile. Et donc, cette anecdote que je voulais partager avec vous dans le contexte que vous connaissez tous, des essais de missiles, un essai de missile, un autre essai de missile, Hwasong 12, Hwasong 14, Hwasong 15. À chaque fois, vous avez des données techniques qui transpirent des analyses qu'en font les Américains, les Japonais, les Sud-Coréens, et puis alors les Russes qui disent non, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu plusieurs moments assez comiques où on disait ah ben voilà, la Corée du Nord pourrait bien avoir un missile balistique intercontinental. Les Russes disent que nenni, ne vous inquiétez pas. Et puis finalement, on se rend compte que quand même, il y a certaines problématiques. Et la question qui m'était posée très fréquemment lorsque j'avais l'occasion d'intervenir dans les médias, c'est mais donc, est-ce que ça veut dire que la Corée du Nord est une puissance nucléaire maintenant? Donc, écoutez, si on parle de missiles, on ne parle pas de nucléaire encore. Donc il y a un lien, mais ce qui est en question ici, ce sont les missiles. Donc ça veut dire qu'ils peuvent atteindre des milliers de kilomètres. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un test qui permet de... Voilà. Et donc, c'est pas grave. Ah ben, si, c'est grave. Et donc, j'ai eu le malheur de dire à une journaliste, pour un média que je dirais, mais vous savez, Bruxelles est plus proche de Pyongyang que New York. Mais je disais ça, évidemment dans l'optique de dire, en soi, c'est donc un enjeu qui doit nous préoccuper, parce que tout le monde se dit, voilà, tel missile va pouvoir atteindre New York. C'est devenu le titre de cet article, et donc, j'ai même eu droit à un article complémentaire d'un journaliste britannique qui se moquait donc, du média en question, du média belge, aux initiales CDH, en disant c'est quoi ces experts de défense belges qui racontent n'importe quoi. Donc, maintenant ça marche. Oula. Donc, vraiment bien dans le micro? Bon, allez. Ok, très bien. Donc, je vous encouragerai, pour ceux qui le voudraient, on a mis ça, normalement c'est à nouveau gratuit maintenant sur le site du GRIP, si vous voulez, un peu le 101 de la crise nord-coréenne. On a publié ça au GRIP en 2016 déjà, mais vous avez les bases du truc. Donc, tout ça pour dire véritablement que c'est une problématique qui est complexe, qui fait intervenir beaucoup de données techniques, mais comme beaucoup d'autres choses, il ne faut pas nécessairement être technicien, ingénieur, pour en comprendre certains tenants aboutissants. Ce que je voudrais faire dans les quelques minutes qui me restent déjà, c'est vous donner 4 points de réflexion, 4 arguments clés sur lesquels je voudrais attirer votre attention. La première, c'est, contrairement à cette question toujours, oui, mais est-ce que Kim Jong-un est fou? Est-ce qu'il a un bouton et qu'il ne risquerait pas un jour de... Écoutez, moi je ne connais pas personnellement, peu de gens ont la chance à la fois de le connaître personnellement et de pouvoir effectuer un diagnostic comme celui-là. J'ai tendance à dire que ceux qui le fréquentent risqueraient de ne pas survivre très longtemps au diagnostic de folie qu'ils pourraient émettre. Mais donc, je tiens plutôt à dire que ce régime nord-coréen, dans ces dernières années, a surtout fait preuve de beaucoup de rationalité. Parce que si on regarde ses objectifs, il a été très cohérent et consistant à la fois dans ses tests, dans sa manière de provoquer la communauté internationale et de justifier ses actions. Le deuxième point, c'est qu'il est trop tard aujourd'hui pour geler le programme balistique et nucléaire nord-coréen. C'est ce qui le différencie aujourd'hui de ce qu'on a connu dans le passé. Dans le passé, on se disait toujours, il faut les arrêter. Maintenant, il est trop tard. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Elle a fait 6 tests nucléaires. Il y a un moment, c'est plus une question de est-ce qu'elle a la bombe nucléaire? Oui, elle l'a. Est-ce qu'elle est capable d'envoyer une bombe nucléaire sur le territoire américain de manière fiable et précise? Ça, c'est encore en question. Mais il est trop tard. Il y a un seuil technologique qui a été atteint. Et maintenant, il est d'autant plus difficile de trouver une solution qu'on n'a aucun accord dans l'histoire qui a été atteint qui pourrait servir d'exemple. Le nucléaire iranien, on l'a arrêté parce que l'Iran n'avait pas encore atteint ce fameux seuil. Troisième point, la communauté internationale est face à un dilemme, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Corée du Nord? Est-ce qu'on essaye de rester fidèle à nos principes
Ou est-ce qu'on essaye d'être réaliste, et là j'utilise le terme avec précaution, vis-à-vis de la Corée du Nord, et de se dire, bon, le danger est tel qu'on va devoir nécessairement compromettre certains de nos principes pour gérer cette menace particulière. Et le quatrième point, c'est que la politique régionale, donc des États-Unis, mais du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, de la Russie, se trouve écartelée entre deux points de force, deux tendances, la non-prolifération, c'est-à-dire encore une fois ce principe que seuls certains États ont droit au nucléaire, et la dissuasion, qui est l'usage que veulent en faire les États dotés de l'arme nucléaire. Voilà, alors pour le premier point, la rationalité d'un régime aux abois, je vais essayer d'être relativement bref pour vous dire que vous avez Kim Il-sung, qui est le premier président donc, de la République populaire démocratique de Corée. Quand on doit absolument insister sur le fait que c'est démocratique dans le nom d'un pays, vous connaissez la chanson, c'est que ça n'est pas trop tant que ça. Simplement, on a coutume de faire remonter les origines de la crise actuelle à la guerre de Corée. C'est important de rappeler que ça prédate les années 50. Vous avez les Japonais qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont développé leur propre programme nucléaire. Ils allaient chercher de l'uranium dans des mines en Corée du Nord, ce qui allait devenir le territoire de la Corée du Nord, et c'est dans ce fameux territoire qu'ils vont développer une bonne partie de leur recherche nucléaire. Là, on est donc dans le début des années 40, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, pendant la guerre de Corée, certainement, ce qui s'est passé, vous avez d'une part les généraux américains qui vont dire il suffit on va bombarder atomiquement la Corée du Nord parce qu'on en a un peu ras-le-bol de perdre des GIs. Et puis alors, les Chinois, les Soviétiques qui vont essayer de contrebalancer cette intention américaine en jouant un peu la carte du bluff pour les Chinois et la carte de la dissuasion par les Soviétiques, en disant si vous faites ça, vous risquez de vous prendre une bombe nucléaire sur le coin de la figure également. Alors, pendant toute cette période, les 3 ans de la guerre de Corée, les Nord-Coréens, et certainement Kim Il-sung, ont été complètement marginalisés. Donc le risque nucléaire, à la fois c'est le pays avec le Japon qui était le plus proche ou le plus fort en contact avec ce risque, et à la fois, ils n'ont eu aucune prise là-dessus. Donc on peut postuler avec un haut degré de certitude quand même que Kim Il-sung s'est dit si je veux être indépendant sur la scène internationale et avoir une voix, il faut que je me dote de ma propre arme nucléaire. Et c'est ce qu'il a commencé à faire très rapidement. Il est mort en 1994, c'est son fils Kim Jong-il qui a eu 1 décennie et demie pour se préparer au poste, qui lui a succédé dans un contexte beaucoup plus particulier, fin de la guerre froide, donc le robinet soviétique et chinois est coupé. Son père pouvait se permettre de toujours dire bon, je vais à Moscou, je vais prendre des ressources, etc., etc. Et puis quand Moscou disait ouais, bon, là vous poussez un peu, on n'est pas non plus Mère Teresa, il disait très bien, ok, je vais à Pékin. Et alors il allait à Pékin et il disait écoutez, j'aimerais bien ceci, et si vous n'êtes pas d'accord, je retourne à Moscou. Et il a fait ça pendant des décennies. À la fin de la guerre froide, ça devenait beaucoup plus difficile, et si vous vous souvenez, c'est la période à la fois où Clinton a failli envahir la Corée du Nord, en tout cas bombarder la Corée du Nord. Pourquoi il ne l'a pas fait? Elle ne disposait pas de l'arme nucléaire, mais déjà le Pentagone a dit en cas de conflit sur la péninsule, la Corée du Nord a les moyens conventionnels de tuer, on va dire, à la grosse louche, 200, 300 000 personnes avant qu'on puisse véritablement annihiler ses capacités donc offensives. À partir de là, il se dit, bon, on va peut-être réfléchir, et ça va être le début des négociations pour l'accord cadre. Toute cette période, c'est également celle où la Corée du Nord, après avoir, et c'est important, intégré le traité de non-prolifération, donc dit, ok, nous n'allons pas nous doter de l'arme nucléaire, nous allons nous doter de réacteurs nucléaires afin de recherche et d'énergie civile, mais pas de l'arme nucléaire, et puis qui va finalement dire, non, en fait, on n'est pas d'accord, on se retire du TNP. Je vous épargne les détails, mais aujourd'hui, donc, elle dit, je ne suis plus lié par le TNP, c'est le seul pays à avoir accepté puis s'être retiré du TNP. Et puis arrive Kim Jong-un, le président actuel, qui lui est arrivé avec une préparation de royalement 1 an et demi, formé en Europe, et qui a donné l'impression ou l'espoir qu'il allait réformer
la Corée du Nord, notamment au niveau économique. Parce que le Byungjin, la double ligne, c'est de dire nous allons faire des réformes économiques d'un côté et de l'autre, consolider notre statut nucléaire. C'est d'ailleurs sous son leadership que la Corée du Nord va se doter d'une ligne supplémentaire dans sa constitution pour dire nous sommes une puissance nucléaire. À partir de ce moment-là, ça devient quand même de plus en plus compliqué de lui contester ça, ou en tout cas de penser qu'elle va négocier ce statut. Alors, au niveau technique, on pourrait parler 2 heures, j'ai déjà fait des cours sur les aspects juste balistiques. Je vous les épargne simplement pour vous dire qu'il y a 3 éléments clés dont la Corée du Nord, comme tout autre pays d'ailleurs, doit se doter si elle veut être considérée comme une menace nucléaire crédible. D'une part, c'est de pouvoir produire des matériaux fissiles, donc d'utiliser soit la voie du plutonium, soit celle de l'uranium hautement enrichi. Elle a poursuivi ces deux voies particulières, et d'après les estimations les plus fiables, et j'utilise énormément de guillemets autour de fiables, elle aurait de quoi produire une bombe par an en plutonium, et aurait un stock, vous le savez le lire, de 6 à 8 bombes, et en uranium hautement enrichi, ça c'est très très difficile à détecter, parce qu'on se base largement sur ce genre d'image satellitaire, en se disant, ben, voilà la taille d'une usine, donc on se dit que s'il y a X mètres carrés, il doit y avoir X centrifugeuses, etc. etc. Donc c'est beaucoup de postulats. On imagine, donc ça c'est Siegfried Ecker, un spécialiste américain qui nous dit, en uranium hautement enrichi, elle pourrait avoir 20 bombes en stock et une capacité de production de 7 bombes. Donc ça c'est juste les matériaux fissiles, elle en dispose. Voilà ce qui est à peu près établi, et donc elle dispose de l'arme nucléaire et de la capacité d'avoir ça. Maintenant la question, est-ce qu'elle est capable d'utiliser donc une bombe nucléaire, de la miniaturiser suffisamment pour la mettre dans un missile? Et c'est pour ça que vous avez tous les X des photos comme ça que la propagande officielle diffuse en disant regardez, voici une bombe nucléaire. Évidemment, elle est suffisamment petite pour être mise sur un missile nucléaire. Et quand les experts internationaux se penchent là-dessus en se disant ouais mais peut-être, on ne sait pas trop, il faut vraiment qu'il soit suffisamment clair. Et donc voici une cacahuète, donc une bombe H théoriquement, à 2 étages, avec ici le cône d'un missile, et si ce n'était pas assez clair, ils ont pris la photo avec un panneau. Donc c'est très important pour eux de bien dire nous sommes capables de. Et enfin, ok, vous avez la bombe nucléaire, ok, vous dites que vous savez la miniaturiser pour la mettre sur un missile, parce qu'en gros, sur un avion, l'avion il va se faire intercepter assez rapidement. Un missile, c'est beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que vous êtes capable d'avoir un missile qui peut atteindre le territoire des États-Unis, qui est la cible explicite de la Corée du Nord? Et ça, c'est très difficile. Disposer d'un missile balistique de cette portée-là, donc intercontinental, au-delà de 5500 km de portée, n'est pas à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est tous les enjeux, c'est tout ce qui s'est passé cette année-ci avec les tests à répétition. Le dernier test, du Hwasong 15, est vraiment ce qui a changé la donne, parce que ce missile a atteint une apogée de 4500 km à peu près. Donc la Corée du Nord, admettons que la Corée du Nord soit ici, le Japon est caché là, elle a lancé un missile sur une trajectoire en cloche pour éviter de survoler le Japon et d'avoir des soucis, mais elle a testé un missile qui est monté comme ça, et puis qui est redescendu à 1000 km plus loin, mais qui a fait 4500 km d'apogée. Qui ici connaît l'altitude approximative de la Station spatiale internationale? « 400. Aux alentours de 400 km. Donc si vous avez la Station spatiale internationale qui est à peu près là, le missile a fait 11 fois ça. Ce qui veut dire que si on le met sur une trajectoire d'à peu près un angle d'à peu près 45 degrés, il devrait atteindre 13 000 km. Donc de quoi couvrir jusqu'à la Floride. Donc de quoi couvrir Bruxelles. Toute référence étant... mais donc, la question reste entière. Est-ce que ce missile pourrait effectivement faire ce pourquoi il a été designé, donc de manière fiable? Ça, on ne sait pas vraiment. Est-ce que ce missile pourrait survivre à la rentrée dans l'atmosphère? Parce que du coup, ça fait chaud et ça vibre. Ça, c'est encore en question. Les Sud-Coréens disent ils n'ont toujours pas fait la preuve de leur capacité de réentrer dans l'atmosphère,
Donc on peut encore dire que ce n'est pas une puissance nucléaire, on peut encore négocier de la non-prolifération. Ce n'est pas encore une crise de dissuasion, c'est une crise de non-prolifération. Vous voyez qu'on est là dans le détail, entre guillemets technique, et pourtant ça influence considérablement la vision politique et diplomatique qu'en ont les acteurs de la région. Voilà donc l'image de ce dernier missile et des portées estimées. Alors, la communauté internationale a réagi, à chaque fois avec aplomb, et il a fallu attendre donc le premier test nucléaire de 2006 pour avoir la résolution 1718 qui, la première, instaure des sanctions à l'égard de la Corée du Nord. Aujourd'hui, la dernière résolution, c'est 23-27, on est dans un cadre tout à fait particulier, c'est-à-dire les sanctions les plus dures jamais imposées à un pays par les Nations Unies. Mais, et c'est là, je pense, quelque chose d'assez important à se souvenir, ce n'est qu'à partir de 2016 qu'on va véritablement mettre en place des sanctions économiques très dures. Donc ce n'est qu'à partir de 2016 que ces sanctions vont véritablement mordre l'économie nord-coréenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on est en 2018, mais en 2017, la croissance économique nord-coréenne était à environ 2, 4, voire 5% selon les estimations. Et donc, c'est là où Kim Jong-un, il a un peu le vent en poupe, parce qu'il dit, ouais, ok, il y a des sanctions, n'empêche que Pyongyang croît, l'économie se porte relativement bien, et on a consolidé le socle de dissuasion, l'arme nucléaire. Donc son programme, il le mène à bien. Et donc il peut dire à la communauté internationale, allez-y. Alors, est-ce que dans la durée, il va être capable de maintenir ce cap-là et de maintenir un peu, si vous voulez, ce bluff? Ça, c'est toute la question. Le problème, c'est que si on ne fait rien et qu'on maintient toutes ces sanctions, il va peut-être pouvoir utiliser l'arme nucléaire comme instrument de négociation, comme son père l'a fait avant lui et comme son grand-père l'a fait avant lui. C'est un expert des Nations Unies, du panel d'experts, qui me disait, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que plutôt que d'une explosion dans le Pacifique, parce que le ministre des Affaires étrangères nord-coréen a menacé de ça, d'une explosion nucléaire dans le Pacifique, un test nucléaire dans le Pacifique, d'envoyer des technologies nucléaires à Al-Qaïda ou... je ne sais pas. Rien ne nous permet de penser que la Corée du Nord va s'interdire fondamentalement ça. Elle pourrait dire, si vous ne levez pas vos sanctions, moi j'ai des moyens d'action. Et donc, à la fois on doit faire quelque chose, mais à la fois, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de plus que des sanctions économiques qui sont les plus dures jamais faites et qui n'ont pas réussi à amener la Corée du Nord à changer de trajectoire. Alors, quand on parle de tout ça, je trouve que c'est très important de rappeler certaines choses, c'est-à-dire que vous avez des règles au niveau international. Certaines qui sont très très dures, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, d'une part, quand on parle de non-prolifération, l'enjeu c'est quoi? C'est le droit que certains pays ont de disposer des armes nucléaires, les États dotés de l'arme nucléaire, tels que consacrés par le traité de non-prolifération, et puis ceux qui n'ont pas le droit de l'avoir, comme l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Eux n'ont pas le droit de l'avoir, et donc, vu qu'ils n'ont pas le droit, soit ils n'ont jamais signé le TNP, soit ils en sont sortis. La question, c'est, vu que le TNP est la règle de droit la plus solide au niveau international dans le domaine, est-ce qu'on est prêt à, encore une fois, faire des exceptions, ou en tout cas faire une exception pour la Corée du Nord, vu que c'est le pays qui a le plus foulé du pied pratiquement toutes les conventions internationales relatives à la non-prolifération et au reste d'ailleurs. C'est vraiment une question importante. Mais alors, il faut faire très attention à ne pas mettre dans le même panier la non-prolifération, la sûreté, la sécurité nucléaire et le désarmement, qui sont des choses différentes et qui reposent sur des textes de loi, des réglementations différentes. Alors, vous me pardonnerez, j'ai mis sûreté et sécurité nucléaire. On va utiliser le terme anglais. La plupart du temps, c'est exactement l'inverse. Donc, security, c'est sûreté, et safety, c'est sécurité. Mais ça dépend, encore une fois, de certaines définitions nationales. Donc, en France, par exemple, ça fait partie d'un continuum et l'une est incluse dans l'autre. Mais vous avez, en fait, en français, ça doit être la sécurité nucléaire, pardon, donc nuclear safety. Fukushima, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les centrales nucléaires opèrent de manière cohérente et safe? Donc ici, je me suis trompé, mais c'est vrai que c'est nuclear safety.
Et puis alors, nuclear security, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour prévenir des attaques, des actes malveillants à l'encontre de nos centrales. Donc, comme on a vu en Belgique, quand il y avait une vidéo d'un ingénieur d'une de nos centrales sur laquelle on a mis la main dans le cadre d'une enquête contre-terrorisme. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les centrales sont sécurisées par rapport à ça? C'est ce que Greenpeace également a fait en remettant un rapport à l'agence de prévention, etc., en disant, voilà, si un avion qui plonge sur les piscines de Doul, ben, ça va poser problème de Doul ou de... C'était Doul ou c'était Tihange? Je pense que c'était Tihange. Et le désarmement, ça c'est l'enjeu, véritablement, de prendre les stocks d'armes nucléaires qui sont en service aujourd'hui, et alors de les limiter, de les couper. C'est-à-dire de demander à des pays comme la Russie, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la France, comme le Royaume-Uni, de désarmer. Et ça, c'est le domaine où il y a le moins de textes de loi de régulation internationale en vigueur. Et c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui, parce qu'avec le traité d'interdiction totale des armes nucléaires, et c'est pour ça que je voulais le mettre, parce que c'est pour faire le lien avec la suite. Donc le dilemme de la communauté internationale, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait? On gère la crise nord-coréenne, et du coup, ben, on négocie avec eux pour dire, bon, s'il vous plaît, foutez pas trop le brin, ne donnez pas vos technologies nucléaires à des terroristes, ne faites pas d'explosion nucléaire dans le Pacifique. Ou alors, est-ce qu'on dit, ben non, on est obligé de rester dans le cadre de nos principes de base. On ne peut pas considérer la Corée du Nord comme une puissance nucléaire, parce qu'elle a foulé du pied tous ces principes-là, toutes ces règles de droit, et donc on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est pour ça que c'est un dilemme, personne n'a la réponse. Savoir, est-ce qu'on est plutôt réaliste, est-ce qu'on est plutôt dans le domaine des principes, est-ce qu'on essaye de mixer les deux, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour parler de la dissuasion, je trouvais intéressant, dans le cadre qui nous occupe ici, vous reconnaissez tous ce personnage, secrétaire général des Nations Unies, qui disait justement, lors de la dernière Assemblée générale, je vous laisse, donc, les paroles enflammées ne peuvent mener qu'à des incompréhensions fatales, nous ne devons pas, donc sleepwalk our way into war. C'est intéressant tout particulièrement d'utiliser cette image de sleepwalk, donc de somnambulisme, parce que si ça vous intéresse, Christopher Clark, un historien formé à la meilleure école, en l'occurrence Cambridge, si je me souviens bien, qui nous expliquait, dans les causes de la Première Guerre mondiale, c'est d'abord et avant tout le somnambulisme des acteurs. Chacun, sans vouloir rentrer dans la guerre, est entré dedans parce que ils avaient leur propre dynamique interne, et donc ils ont mis le pied dans un engrenage comme ça. Et c'est donc un bouquin qui est très très important et très intéressant d'autre part. Certainement, donc, Guterres faisait mention de ça. Alors, je ne vais certainement pas traduire les paroles de Donald Trump, j'arriverai pas, parce que traduisant, vous lui donnez une sorte de crédibilité. Mais donc, Donald Trump qui prend la parole, c'était attendu, et qui dit « Little Rocket Man » à propos de Kim Jong-un. Bon, c'est évidemment tout ce qu'il faut faire pour calmer les choses et voilà, trouver des solutions rationnelles. Ben, évidemment, occasion saisie en or massif pour la diplomatie nord-coréenne qui dit « Regardez comment on nous traite, du coup, la visite d'une de nos fusées sur le sol américain est inévitable. » Vous voyez, on est là dans un peu plus que de la communication, on est dans une logique de dissuasion, c'est-à-dire on a le feu nucléaire, nous on a le plus gros bouton, tout ça, etc. Au-delà de la com, de Twitter, tout ça, c'est vraiment l'idée que la force se négocie. Alors dans tout ça se pose la question évidemment de l'activité de la Corée du Sud, l'incertitude Trump, encore une fois, le Japon qui dit moi aussi je veux participer, la Russie, pareil, qui essaye de se positionner comme grande puissance à peu de frais. Oui, nous sommes pour évidemment les sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord, etc. Et dans le même temps, il lui livre du pétrole, dans le même temps, il lui offre un accès Internet, etc. Donc bon, voilà. Donc, je vous épargne tout ce qui est défense antimissile, ça comme la capacité d'influence de la Chine, etc. On peut l'aborder dans les questions-réponses. Mais je voulais terminer d'abord en mentionnant le fait que ça s'inscrit dans une suite de crises ou d'enjeux particuliers liés au nucléaire. Vous avez l'accord iranien, vous avez
toujours la dialectique entre l'Inde et le Pakistan, le nucléaire non déclaré israélien, la modernisation de l'arsenal nucléaire américain. Vous avez des nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le B-21, donc un prochain bombardier long rayon d'action, la question autour des nouveaux missiles balistiques intercontinentaux, la Chine qui se dote d'une capacité de seconde frappe crédible avec, en l'occurrence, un nouveau missile JL-2, puis alors leur fameux DF-41, etc. On peut l'aborder si vous voulez, niveau technique. La Russie qui investit considérablement dans le renouvellement de ses stocks également, et puis la question de l'OTAN qui s'interroge sur son futur nucléaire également. Petite parenthèse autour de la Corée du Sud et du Japon, vous avez plusieurs politiques qui disent si la Corée du Nord est nucléaire, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, nous aussi il nous faut l'arme nucléaire. Bon, je mets ça sous forme de parenthèse parce que c'est du débat politique interne beaucoup plus qu'une volonté programmatique ou une stratégie. Et enfin, je termine là parce que j'ai déjà été trop long, on reprend les différents points. Le régime nord-coréen, 1, cherche une garantie de survie dans sa capacité de nuisance, c'est à la fois une garantie de survie mais aussi un instrument de négociation internationale. Deuxième point, son programme balistique et nucléaire a atteint un seuil qui lui vaut d'être dans une catégorie sans égale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut inventer quelque chose, une nouvelle manière de gérer cette menace. Troisième point, donc c'est tout le défi de gérer cette puissance nucléaire de facto, c'est qu'est-ce qu'on fait? On maintient nos principes ou on essaie de négocier avec elle en laissant un peu les principes de côté. Quatrième point, entre dissuasion et non-prolifération, c'est toujours la variable militaire. Donc la question du gros bouton, du petit bouton. Et puis alors, dans la finesse, est-ce qu'on peut disposer d'une contre-dissuasion plus ou moins fiable en une capacité de défense antimissile? Réponse non. Et puis enfin, cinquième point, donc le régime mondial de gouvernance sur le nucléaire, non-prolifération, sûreté, sécurité, désarmement. Et sur cette base, je vous remercie de votre attention. Je vais sans doute aborder les choses sous un angle moins technique et plus centré sur la Belgique et moins géopolitique. Donc, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle... Pas de souci. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Agir pour la paix, qui est aussi une association d'éducation permanente. Donc je pense que vous verrez le lien assez évident. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière sur la Belgique parce que ça me paraît. Donc c'est une association qui est dans le décret depuis la création du décret, qui travaille sur la question des armes nucléaires depuis très longtemps, avec elle a participé notamment en mobilisation sur les euromissiles dans les années 80, qui ont consisté à l'époque et encore maintenant parmi les plus grandes manifestations en Belgique. C'est plus de 400 000 personnes dans la rue. C'est intéressant de se le rappeler parce que c'est une époque où on avait peur. On avait peur de recevoir les bombes sur notre tête. La terreur était réelle, concrète, et à ce moment-là, énormément de gens sont descendus dans la rue pour demander à ce qu'on enlève ces euromissiles et à contester leur présence. Et sur l'histoire de la bombe, alors je pourrais remonter à très très loin et jusqu'au Congo sur l'histoire de la bombe et de la Belgique, mais en tout cas sur l'histoire de la présence des armes nucléaires américaines présentes sur le sol belge et de la contestation dans le mouvement social de cette présence. Il y a eu des hauts et des bas. Donc il y a eu ce moment, cet apogée des années 80 où on avait véritablement peur au final de cette apocalypse biblique, si on peut dire, nucléaire. Il y a eu, après le dégel des relations Est-Ouest, la fin du bloc de l'Est, une forte diminution des arsenaux nucléaires. Et il y a eu un moment dans les fin des années 90, en 96 ou 97, peut-être je vais fourcher, il y a eu une chose qui a relancé la mobilisation en Belgique sur la question des armes nucléaires, c'est un avis consultatif de la Cour européenne de justice, non, de la Cour internationale de justice, qui est un avis sur la laïcité des armes nucléaires, donc de savoir au final est-ce qu'elles sont légales ou non. Quand on conteste les armes nucléaires, la question est toujours présente, la question du droit international au final. Elle peut être contestée à plein de niveaux, que ce soit juste sur la distinction qu'elle peut faire entre civils ou militaires, ou sur quoi il y a des détails techniques, il y a des textes très poussés. Mais cet avis-là est intéressant, a été jugé intéressant, notamment par les personnes qui combattaient les armes nucléaires à ce moment-là, parce qu'ils se sont dit on peut s'en servir pour dire cette arme est illégale, la présence des armes américaines sur le sol belge est illégale aussi. Et donc là, il y
il y a eu un retour des actions contre les armes nucléaires, notamment avec la campagne Bomb Spotting. Donc on se trouve à la fin des années 90, début des années 2000. Donc ils contestaient non plus les euromissiles, mais la présence des B-61, qui sont donc des missiles qui doivent être lâchés, des bombes littéralement qui doivent être lâchées par des avions, qui sont présentes sur la base de Klein-Brogel dans le Limbourg. On en a une vingtaine, qui sont censés être opérationnels, prêts à être déposés, délivrés par nos propres militaires. Donc c'est bien l'aviation belge qui s'entraîne, on ne va pas dire quotidiennement, mais régulièrement, à lâcher des armes nucléaires, à tous les processus que ça demande, qui s'entraînent non seulement au niveau belge, mais qui s'entraînent aussi au niveau européen. Il y a des armes nucléaires états-uniennes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Turquie. Donc il y a des efforts conjoints et des exercices conjoints chaque année pour s'entraîner à se faire. Donc là, les mobilisations ont commencé à être plus fortes, à être plus dans ce que nous on fait aujourd'hui, donc c'est-à-dire de l'action directe non-violence, de la désobéissance civile. Plutôt que de faire de longs discours, je vous ai fait un petit patchwork de toute cette période-là. Donc je vais vous proposer de regarder la petite vidéo qui vous donnera une idée de ce que ça a pu être et de ce que c'était, qu'est-ce que j'entends quand je parle d'action directe non-violente et de désobéissance civile. Baby, what you gonna do? There's a war going on now, and they blame it on you and me. Talk about safety, freedom, democracy. I don't believe them. You know what they want my vote? They got to try a little bit more harder. You can't talk peace when you're making war. Too much of this hot gossip. Something going on, all right, going on. Until the crack of dawn, go. We got to get down right now. Get on up and shut this shit down. It's much more than black and blue. It's death and destruction. Autre combat mené cette fois sur la base militaire de Klein-Brogel, une manifestation dans le cadre de la journée européenne contre les armes nucléaires. Plusieurs centaines d'activistes et de manifestants se sont donné rendez-vous pour mener diverses actions. Les policiers présents en nombre les attendent de pied ferme. Aurélie Henton, Denis Strill. Klein-Brogel est en état de siège. Autour de la base des forces armées, 1 millier de militaires et de policiers. Depuis plusieurs jours, l'armée fortifie son site militaire, car il n'est pas question de risquer une nouvelle intrusion, comme il y a quelques semaines. Les activistes ont réussi à ramener des images de ces fameux bunkers dans lesquels sont entreposées les 20 bombes nucléaires, et ils vont tout faire en sorte pour que ça ne se reproduise pas. Donc voilà, on est rentré sur la base Klein-Brogel où sont entreposées les 20 têtes nucléaires. Et notre but est déjà d'inspecter la base. Mais nous allons nous positionner sur la piste de décollage-atterrissage des F-16 bombardiers pour empêcher tout exercice. Vous sentez cette pression ? Tout à fait, donc la pression elle est là parce qu'il déploie des barbelés, parce qu'il déploie des chevaux, des chiens et un grand nombre de soldats et de policiers. Ouais. L'action se veut pacifiste. Chaque participant s'engage à agir de manière non violente. Ce mouvement antinucléaire est très organisé. Les organisateurs annoncent l'arrivée d'une vingtaine de bus venant de Bruxelles et d'une dizaine de Wallonie. Des bus qui larguent des activistes partout autour de la base, et le but est vraiment d'occuper la piste de décollage des F-16. Donc ce sont nos pilotes belges qui pourraient larguer ces bombes nucléaires en cas de conflit. Quelles sont les preuves que ces bombes soient véritablement là ? Tout d'abord, il y a le rapport de l'US Air Force qui l'a clairement montré à noir sur blanc sur papier. Et puis quand on voit toutes les démarches politiques qui montrent clairement qu'ils veulent un retrait des armes nucléaires
de l'OTAN, de la Belgique et de l'Europe, c'est clairement qu'il y en a. Mais c'est vraiment les rapports de l'US Air Force qui le prouvent. La dernière action ciblée sur Kleine-Brogel date de 2002. Cette année-là, la police a procédé à 1200 arrestations administratives. Aujourd'hui, les autorités ont prévenu qu'il s'agirait d'arrestations judiciaires suivies d'enquêtes. 9 militants de l'association Action pour la paix ont été interpellés ce matin lors de l'action de protestation qui était organisée autour de la base militaire de Kleine-Brogel. Selon la police, ils ont été appréhendés parce qu'ils ont tenté de pénétrer sur la base. Les militants souhaitaient empêcher le décollage de F-16 qui doivent participer à partir d'aujourd'hui à un exercice OTAN en Allemagne. Les militaires doivent s'y entraîner au déploiement d'armes nucléaires. Les activistes ont donc tenté de s'introduire sur la base tandis que d'autres se sont enchaînés à la porte d'entrée du domaine. 9 militants ont été interpellés et mis à la disposition du parc. I got the blues, so bad. All your hot guys, give me red, white and blues. La bombe nucléaire est l'arme la plus destructrice du monde. Elle est capable de tuer et de blesser gravement plusieurs dizaines de milliers de personnes sur plusieurs générations. Donc ce qui est important, c'est aussi de voir, je pensais que c'était important aussi de vous présenter à la fois en éducation permanente, mais à la fois de voir l'histoire, c'est que tout ça a mené, bon évidemment, il n'y a pas eu que des actions directes, il y a eu du travail de lobbying, il y a eu des cartes blanches qui ont été faites par des anciens ministres, des anciens secrétaires de l'OTAN belges qui ont fait des cartes blanches demandant, évidemment une fois qu'ils avaient quitté leur fonction, ne rêvons pas, le retrait de ces armes nucléaires. Donc évidemment les actions directes ne suffisent pas, il faut évidemment construire sa contestation avec différents moyens d'action, qui peut être l'action directe, qui peut être le lobbying, qui peut être le travail média. Mais conjointement, je veux dire, sur un sujet aussi délicat, compliqué que les armes nucléaires, tellement, on va dire, emprunt à la fois de cette chose qu'elles sont là et que c'est tellement difficile de changer quoi que ce soit. Évidemment, elles sont toujours là. Évidemment, on est loin d'arriver à un monde dénucléarisé. Mais des étapes sont possibles. Par exemple, aujourd'hui, plus personne dans la presse ne dira que les armes nucléaires ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est devenu, même si c'est ils parleront de secret de polichinelle, mais parce que le gouvernement ne peut ni infirmer ni confirmer leur présence, c'est une évidence. Par ce genre d'action de campagne, on arrive à, on va dire, une sensibilisation de notre public. Pour nous, c'est aussi important ces actions directes parce que ça permet aussi, sur un sujet aussi compliqué, de donner au final à tout un chacun de se réapproprier une parole sur ce sujet-là et de dire oui, c'est peut-être des enjeux très compliqués, mais j'ai aussi le droit de m'exprimer et de dire et de donner des moyens de s'exprimer et de dire que ce n'est peut-être pas la solution que moi je voudrais. Après, donc après donc ça c'est les années 2000. On a relancé une nouvelle campagne sur le sujet depuis 2 ans qui s'appelle Nuke Free Zone, qui bénéficie, en final, je vous parlais tantôt de ce décret sur la laïcité des armes nucléaires. On va dire qu'il y a une nouvelle avancée, et Bruno l'a évoqué, qu'on a suivi de très près et qu'on a essayé de pousser au niveau belge, même s'il y a des enjeux et que c'est pas toujours évident de pousser la question, particulièrement en Belgique, et je vais développer pourquoi. Donc c'est un traité d'interdiction des armes nucléaires qui date du 7 juillet 2017, donc c'est un processus onusien, tout à fait classique, traditionnel, qui n'est pas encore entré en vigueur. Moi, je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques, parce qu'un certain nombre de pays doivent le signer et le ratifier, un certain nombre de pays l'ont signé, mais pas encore, tous ne l'ont pas encore ratifié. Comme tout traité international, il ne concerne en fait que ceux qui l'ont signé, mais c'est un traité qui interdit les armes nucléaires, qui interdit pour les pays qui le signent, qui interdisent leur financement, qui interdisent la présence d'armes extérieures. Je vais prendre l'exemple. Si la Belgique signait ce traité, la question des armes nucléaires américaines sur le sol belge ne pourrait pas exister. En tout cas, serait illégal de manière plus claire, si ça pouvait être plus clair de mon point de vue. Évidemment, elles sont illégales depuis très longtemps.
Et donc, ce traité existant, on pense, nous avons la conviction qu'au final, ça change la donne. Or, comme je dis, aller vers un monde dénucléarisé, quoi. Bruno a très bien évoqué l'ensemble des points qui concernent l'arme nucléaire, donc à la fois la question. Je vais l'envisager au final sous un autre angle, c'est l'angle des impacts des armes nucléaires. Alors, évidemment, il y a la question apocalyptique de si jamais les Russes et les Américains décident d'appuyer sur le bouton, on est tous morts, la question est réglée. Maintenant, est-ce qu'en dehors de ce cas-là, qui raisonnablement on peut espérer a quand même peu de chances d'arriver, parce que je pense que dans chaque pays, quand même, personne n'a envie d'appuyer sur ce bouton et de tuer tout le monde, est-ce que différentes choses ne pourraient pas quand même arriver? Là, on a un certain nombre d'exemples. Alors, on parlait de la question des actes malveillants. Ça, c'est une possibilité, évidemment, comme les centrales d'ailleurs. À l'ère du numérique, en plus, quand on voit notamment les piratages des centrales en Iran, par exemple, on peut raisonnablement se poser des questions. On peut aussi raisonnablement se dire que chaque pays met en place des sécurités. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque accru là? Est-ce que la question des erreurs, tout simplement, et là, juste sur les États-Unis, qui est en fait le pays le plus transparent sur la question des armes nucléaires, le plus transparent, mais c'est-à-dire à la fois c'est celui qui l'a créé principalement, qui a sans doute investi le plus d'argent. Dans les papiers déclassifiés, on a une série d'exemples, et l'histoire nous enseigne une série d'erreurs, des bombes qui sont perdues en Méditerranée, à l'époque des années 60, où il y avait des bombardiers qui survolaient en permanence, qui étaient dans l'espace aérien en permanence avec des armes nucléaires, au cas où les centres de commandement se feraient avoir donc la fameuse capacité de riposte des avions qui sont écrasés, des silos qui sont mis en feu dus à des erreurs techniques aux États-Unis même. Qu'est-ce qui se passerait si à un moment un drame et la conséquence de cette réflexion, alors évidemment ce serait sans doute pas l'apocalypse tel que l'imaginaire peut le produire, mais au final ça serait des conséquences humanitaires complètement désastreuses, même pour une petite détonation. Et là, toutes les grandes, on va dire les organisations, genre le CICR, donc la chapelle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, déclarent très facilement qu'ils n'ont pas les moyens humanitaires, les médecins, les douches, les combinaisons, de gérer même une détonation, une petite détonation de l'ordre d'Hiroshima en termes humanitaires. Donc il faut se rappeler que Hiroshima et Nagasaki, par exemple, qui sont les détonations, des blessés, etc. La première semaine, qui meurt? Les infirmières et les médecins. Et donc, il n'y a pas une organisation qui a les moyens, un pays qui a les moyens de gérer, par exemple, un accident nucléaire de taille, Hiroshima, Nagasaki, en termes humanitaires, de gérer clairement la situation, de faire en sorte d'évacuer. Donc c'est là où la question, il faut peut-être parfois justement se sortir de cette idée de cet apocalypse et de se dire, en fait, même comme ça, c'est déjà dangereux. Et c'est là que je rejoins aussi, il faut peut-être aussi se dire que le problème de ces armes, c'est pas une question de leader. Donc le problème des armes nucléaires, c'est sans doute pas Donald Trump, c'est sans doute pas Kim Jong-il. Le problème, c'est l'arme en elle-même et le potentiel qu'elle possède. J'entendais, je pense que c'est toi qui parlais des campagnes de bombardement. Faut se rendre compte que, par exemple, Dresde, c'était 10 jours de bombardement pour annihiler l'entièreté de la ville, pour avoir des dégâts à peu près similaires à Hiroshima. Donc c'est des dizaines et des dizaines d'avions qui, pendant une semaine, passent au-dessus de la ville, bombardent. Hiroshima, un avion, une bombe, et c'est réglé. Et donc c'est là où, voilà, il faut... je pense que c'est... Et du coup, je pense que c'est vraiment très important de réaliser à quel point, au final, le problème, c'est pas... Il faut sortir de cette politique de peur complète et se dire, en fait, il faut agir maintenant. Ici, 3 minutes, ouais, ça tombe bien. Et pas rentrer dans ce jeu de cette sorte d'apocalypse complète qui, en fait, raisonnablement, n'arrivera sans doute jamais. Par contre, qu'est-ce qui arrive si un petit accident arrive? Un petit accident, ça pourrait être aussi une guerre régionale entre l'Inde et le Pakistan. Bruno l'a évoqué.
Les études scientifiques montrent que, par exemple, pour un échange d'une centaine de têtes nucléaires dans un conflit régional de cet ordre-là, qui géopolitiquement est plus ou moins probable, en tout cas beaucoup plus qu'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, on arrive à des impacts sur le climat pour l'ensemble de la planète, avec une diminution des productions agricoles de l'ordre entre 10 et 15% en fonction des régions sur l'ensemble de la planète. Donc évidemment avec plus ou moins 2 milliards de personnes qui sont menacées de famine. Évidemment on se doute bien que ceux qui au final souffriront le plus de cette famine ne seront sans doute pas évidemment les personnes les plus aisées. Ce sera forcément les personnes les plus précarisées déjà. Donc voilà, je pense que tout ça... alors évidemment j'aimerais bien finir sur comment agir en Belgique. Je pense qu'en fait il faut faire en sorte que notre gouvernement soutiennent ce processus de traité international d'interdiction des armes nucléaires. Alors évidemment, on ne va pas y arriver forcément demain, c'est compliqué. On a le headquarter politique de l'OTAN, le centre général de l'OTAN à Bruxelles, le centre général militaire de l'OTAN à Mons. Derrière ça, il y a des enjeux économiques en dehors des enjeux géopolitiques. Mais si on arrivait déjà à faire fuir ces armes nucléaires états-unienne de Belgique, faire que la Belgique signe un traité de cet ordre-là, étape par étape, je pense qu'à terme, en tout cas ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire, mais je pense que, on va dire par exemple sur la question de la présence des armes nucléaires américaines sur le sol belge, il y a peu d'enjeux à ce qu'elles restent. Ça veut dire que c'est des armes qu'on sait, bon là elles vont être modernisées, j'aurais pu parler longuement de la modernisation aussi qui représente des coûts complètement faramineux avec lesquels on pourrait faire des merveilles. Et quand je dis c'est des centaines de millions de dollars qui sont dépensés pour moderniser des armes nucléaires par des pays qui sont engagés normalement à la non-prolifération et au désarmement. On pourrait se poser la question si les moderniser, les rendre plus puissantes, plus effectives, est-ce que, au final, ça ne circonvient pas à leurs propres engagements? Mais oui, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Qui fournit les matériaux pour fabriquer ces armes à la Corée du Nord? Et quid de ce blocus, alors, s'il y en a un? Une autre question aussi concernant la Corée du Nord. Est-ce qu'on peut considérer comme fiables les sources d'informations existantes? Et quelles sont-elles, ces sources? Qui a le droit de posséder une arme nucléaire? Pourquoi Israël et pas l'Iran? Même si on a parlé d'Israël qui est hors traité, mais il y a quand même une forme de questions qui se posent. Est-ce qu'il y a un régime de faveur à l'égard de certains États? Quid de la force nucléaire, toujours en Israël, au Moyen-Orient? Quel contrôle vis-à-vis de ce gouvernement israélien d'extrême droite? Ici, en Belgique, les bases nucléaires, on en a un peu parlé. Quelles sont les actions pacifistes envisageables pour agir à ces endroits-là? Est-ce qu'il y a seulement ces opérations symboliques d'envahir les bases ou il y a autre chose? Et une dernière question, l'utilisation guerrière du nucléaire. Alors il y a eu les exemples de Nagasaki, Hiroshima, terribles, mais est-ce qu'il y a d'autres utilisations guerrières en fait, qu'on peut envisager aujourd'hui? Non, c'est tout l'intérêt d'une arme nucléaire, une arme à l'uranium appauvri, c'est ce que l'uranium apporte en capacité de pénétration, surtout quand on veut attaquer des blindages, si vous voulez, parce que c'est un matériau tout à fait particulier, très très lourd, et donc ça apporte ses propriétés-là. Par contre, évidemment, il y a toujours cette question des retombées, des radiations, et donc, mais ça n'a rien à voir avec... Oui, vu qu'il y a tout un processus d'enrichissement par ailleurs, si vous voulez. C'est de l'uranium qui a été... c'est l'isotope d'uranium qui a été... dont l'isotope 235 a été enlevé en majeure partie pour avoir l'uranium hautement enrichi des armes nucléaires. Peut-être... Juste un petit complément, il faut se rendre compte qu'une arme nucléaire, il suffit pas de mettre du matériel fissile dans une bombe, d'envoyer la bombe et de la faire exploser et ça fait une détonation nucléaire. Il y a un processus,
assez compliqué. Et c'est ça, par exemple, quand un silo rentre en feu, ça ne va pas forcément déclencher la réaction nucléaire et une explosion nucléaire. Si vous voulez, j'ai des slides, 2 heures de présentation sur le truc. Qui fournit le matos à la Corée du Nord? Largement, majoritairement elle-même. Donc c'est elle-même qui produit, mais évidemment, parce qu'il y a toujours un catch, sur base de technologies, d'une expérience qu'elle a pu obtenir par ses contacts avec l'Union soviétique, avec la Chine. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'étudiants nord-coréens en Chine, en université, qui travaillent sur physique des matériaux, physique nucléaire, tout ce que vous voulez, et qui, dans les universités, du coup, ont accès à... Je vais prendre un autre exemple, c'est le retraitement, c'est-à-dire la production de plutonium. Où là, bien, on avait en Belgique une firme qui s'occupait de ça, qui produisait du plutonium, et qui était en fait une collaboration internationale au niveau européen, et qui donc travaillait dans la recherche et publiait ses recherches, comme tous les chercheurs font. On publie sur Internet parce qu'on a envie de visibilité. Ça, ce sont des choses en source ouverte, donc auxquelles les Nord-Coréens ont pu avoir accès relativement facilement. Mais donc les tests, les missiles qui ont été retrouvés en mer, on voit qu'il y a des sous-systèmes chinois, beaucoup, mais l'essentiel de la production et des systèmes critiques vient quand même largement d'une production interne, mais qui a fait usage de toutes les technologies, tous les vols, et tous les recopiages possibles et imaginables. Voilà. Et puis sur les sources à propos de la Corée du Nord, ça, il faut pas dans les médias, pas dans les quotidiens belges. Il faut aller surtout aux États-Unis. Vous prenez des photos, et puis après vous faites des postulats éclairés sur base de ce que vous savez, sur base, à partir du moment où vous établissez le fait que le régime est rationnel, à partir du moment où vous établissez où vous faites des analyses techniques, vous pouvez tout doucement avoir quand même des choses qui sont relativement précises. Maintenant, c'est sûr que vous devez avoir un socle de connaissances assez considérable en amont pour pouvoir critiquer ce qui est dit dans les médias du quotidien. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas une source qui vous permet de... donc ça, c'est de l'esprit critique et beaucoup d'informations préalables. Mais il y a, par exemple, 38 degrés Nord, qui est un site américain. Il y a plusieurs experts qui sont tout à fait recommandables. Ah non, moi la question sur les bases militaires, c'était quelles actions pacifistes? Ah, bon, après, alors sur quel type d'action on peut mener? Je pense que tous les types d'actions sont positives. En tout cas, sur la question de la présence des armes nucléaires américaines, états-uniennes sur le sol belge, après sur la question du traité d'interdiction, c'est sans doute un peu plus compliqué, mais vraiment, il y a un statu quo politique qui est facile à entretenir par le gouvernement, c'est de dire elles sont là, ça nous coûte plus cher de les déplacer. Politiquement, de devoir négocier avec les États-Unis et de devoir leur dire en fait on n'en veut plus. Parce que militairement, grosso modo, on sait qu'elles sont plus ou moins inutiles. En tout cas, elles n'ont pas en termes de dissuasion, les missiles balistiques états-uniens qui sont dans les silos aux États-Unis ont beaucoup plus d'impact que les 20 petites bombes qui sont chez nous, qui doivent être lâchées par des avions. On l'a dit tantôt, les avions ils peuvent être interceptés assez rapidement. Ils sont, pour l'instant en tout cas, il est prévu qu'ils soient lâchés par nos F-16. Nos F-16 ne peuvent pas aller très loin, même si on a racheté un avion qui permet de remettre du fuel dans... Pour l'instant, le rayon du F-16, c'est plus ou moins jusqu'en Pologne. Donc c'est dire que la question de ces missiles qui sont présents, en tout cas j'espère qu'on ne prévoit pas d'envoyer une arme nucléaire sur la Pologne, ne serait-ce que quand on parlait avant de commencer, on parlait des impacts de Tchernobyl notamment, donc on peut assez facilement s'imaginer qu'une bombe lâchée en Pologne pourrait avoir des impacts évidemment sur nous.
Ces petites bombes sont des bombes, alors je pourrais rentrer dans les détails techniques et de stratégie militaire, mais c'est des bombes grosso modo qui sont destinées à être envoyées sur le champ de bataille face à une armée d'invasion, grosso modo vu son rayon d'action. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'on va avoir une armée d'invasion qui va se montrer aux frontières de la Belgique, voire aux frontières de l'OTAN, et sur lequel il faudrait lâcher une arme nucléaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un statu quo et que si la politique par rapport aux armes nucléaires, c'est la dissuasion, ces armes-là ne servent pas à grand-chose et on pourrait assez facilement, s'il y avait une pression politique en Belgique de la part de la population sur ces politiciens, si politiquement ça devient au final plus intéressant de dire non, reprenez-la, que de juste entretenir le statu quo qui au final ne coûte rien, eh ben, ça serait une possibilité qui, je pense, qui serait faisable et qui serait gérable, qui est beaucoup plus facile en tout cas que dans le contexte actuel que la Belgique, pays membre de l'OTAN, hébergeant le quartier général de l'OTAN, signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais ça serait une étape, changement de contexte par changement de contexte. Il faut rester pragmatique, hein. Comme je dis, moi je milite pour un monde sans armes nucléaires depuis longtemps et je ne crois pas que ça adviendra, sans doute pas même de mon vivant, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut essayer, il y a moyen d'avoir des étapes et des améliorations. Je veux dire, c'est le traité de non-prolifération nucléaire, point. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont disposé les premiers de l'arme nucléaire, l'Union soviétique les a suivis, et puis ils se sont vite rendus compte, dans la course aux armements dans laquelle ils étaient engagés, que ça les arrangerait probablement pas trop que tout le monde ait une bombe nucléaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont mis d'accord pour dire on va limiter un maximum la prolifération nucléaire. Et donc l'origine, c'est Eisenhower qui va dire Atoms for Peace, donc on va diffuser, vendre évidemment, un maximum tout ce qui est nucléaire civil en échange de l'engagement par tous les autres pays du monde qui ne vont pas développer du nucléaire militaire. Et c'est ce qui a donné lieu au traité de non-prolifération nucléaire par lequel on établit une division entre les États dotés de l'arme nucléaire et les États non dotés de l'arme nucléaire. Donc ceux qui accèdent au TNP et qui au travers de l'histoire ont été bien souvent rétribués pour ça. C'est-à-dire, soit la Corée du Nord, elle a été mise sous pression d'accéder au TNP par l'Union soviétique qui lui a dit si tu veux un réacteur de recherche, un tout petit réacteur de recherche, celui de Yangbion, qui va lui permettre par la suite de faire du plutonium, eh bien, tu dois signer le TNP, point. Et donc, la Corée du Nord a dit, bon, bah, ok, ça va, on va le faire. Et puis alors, tous les autres pays ont fonctionné un petit peu comme ça. Et c'est aujourd'hui la règle de droit, la convention la plus universelle et la plus solide, à la fois en termes de non-prolifération et de désarmement. Donc, voilà, qui a le droit de, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on est membre du Conseil de sécurité, comme on a tendance à le croire souvent. Pakistan, Inde, Israël, là, qui a le droit ou pas, elles ne sont pas parties au TNP. Donc en soi, le cas de la Corée du Nord est particulier parce qu'elle a fait partie du TNP. Donc, théoriquement, elle a accepté le fait qu'elle ne pouvait pas s'en doter. L'Iran fait partie du TNP, mais l'Iran a toujours dit qu'il a le droit à l'énergie nucléaire civile. C'est ça l'enjeu, c'est qu'on lui a dit, nucléaire civil, ok, personne n'a de problème avec le nucléaire civil iranien. C'est que personne ne le croit. En tout cas, les États-Unis et l'Israël n'ont pas vraiment envie de le croire quand on dit jamais, jamais. Voilà. Mais donc, si vous voulez, Inde-Pakistan, là, c'est tout à fait particulier parce que ça touche aux responsabilités des États. Et ils n'ont pas signé le TNP. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit, du coup, de développer l'arme nucléaire, sinon jamais accédé à cette convention? Donc, voilà. Peut-être une toute petite anecdote pour vous rassurer quant à l'état du monde. Quand les États-Unis ont fait leur raid à Abbottabad, où ils ont été abattre Ben Laden, c'était au Pakistan donc, les Pakistanais, la première chose qu'ils ont fait après ça, c'est protester contre les États-Unis, parce que c'est méchant, c'est pas bien, souveraineté, etc. La deuxième, c'est de changer toutes leurs bombes nucléaires d'endroit, parce qu'ils avaient peur que les États-Unis puissent faire pareil que pour Ben Laden, pour leurs armes nucléaires. Et donc, ils ont, au Pakistan, donc vous imaginez, ils ont pris toutes leurs ogives, ils les ont mises dans des vannes banalisées pour échapper à la surveillance des satellites, et ils les ont bougées un peu dans tout le pays pour que les États-Unis ne savent pas exactement où ça se trouve. Dans des vannes banalisées
qui allaient sur les routes du Pakistan, où les services secrets militaires sont notoirement proches de certains groupes, pas forcément très recommandables, pour parler en parabole. Voilà. Sur cette question-là, non, je voulais juste dire sur ce qui est intéressant, notamment avec la dynamique qui a mené au traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est soutenu bien entendu par une série de pays qui ne sont pas les pays les plus influents du monde, hein. C'est une évidence. Mais c'est que notamment dans le TNP, il y a normalement un pilier qui est un pilier de désarmement avec un objectif d'arriver à un désarmement nucléaire. Donc il inclut cette idée qu'il faut arriver à un monde sans armes nucléaires. Le fait est qu'il y a une gronde qui s'est faite en fait, dans tout un ensemble de petits pays, de se dire au final, on se moque de nous, on nous a garanti qu'on signait ce papier pour un jour arriver à construire ce monde sans armes nucléaires, et ce monde n'arrive pas. Alors, avec un peu de cynisme, on pourrait se dire, soit on décide de vraiment aller vers ce monde sans armes nucléaires, ou alors on va vers la démocratisation de l'arme nucléaire pour tout le monde. Mais il y avait un peu cette sorte de gronde de tous ces petits pays qui ont fait ouais, ok, et au final qui ont l'impression, en fait, je caricature un peu. Il y a aussi c'est surtout le fait que ce pilier désarmement est bloqué depuis un moment. C'est moins qu'ils ne voient pas l'échéance arriver de ah zut, dans 5 ans le désarmement nucléaire c'est pas tout prévu, mais c'est juste qu'ils voient qu'il n'y a plus de désarmement à terme qui se négocie, et qu'il y a des processus de modernisation dans le chef de toutes les grandes puissances nucléaires actuelles qui ne font au final qu'augmenter, même si elles réduisent leur tête nucléaire, elles peuvent réduire leur nom, mais une tête devient de plus en plus puissante. Voilà. À reposer votre question, n'hésitez pas en fait. Ça va être plus simple que la posiez vous-même par rapport à celle-là. Mais je voulais juste pour amener aussi la dimension sous-culturelle dans le débat. Je pense que c'est intéressant. Je voulais entamer ce troisième tour avec une question à toi, Denis, sur l'imaginaire nucléaire que tu as évoqué. Cet héritage-là, on en fait quoi en fait? Parce que ça a l'air complètement décalé par rapport, j'ai l'impression, à la véritable terreur ou au véritable danger. Qu'est-ce qu'on en fait de tout cet univers, de tout ce monde? Je ne sais pas bien ce qu'on en fait. Enfin, c'est plus tout à fait l'actualité en fait, hein, puisque aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est le day after est plutôt lié à l'arrivée des zombies, donc qui peut être aussi compris. En tout cas, c'est comme ça depuis l'origine, comme une critique aussi fondamentale du système consumériste, etc. C'est quand même ça qui a pris le dessus on n'a plus trop produit des films genre et la science-fiction est plutôt aussi s'oriente vers les dangers climatiques, etc. Mais moi, en faisant ce travail, ce qui m'a fasciné, c'est de se rendre compte qu'à toutes les époques, il y avait des discours officiels qui étaient très des discours de fous furieux. Hein. L'arme nucléaire, au départ, pouvait éventuellement avoir des applications de type creuser un canal plus vite que le canal de Panama ou de Suez, éradiquer des montagnes entières pour faire du logement, voire détraquer l'atmosphère pour envoyer un hiver éternel sur la Russie. Donc là, on est vraiment au début. Voilà. Donc tout ça a forcément été exploité de manière assez remarquable par des tas d'auteurs, en ce y compris Kubrick, qui est quand même le seul qui doit mettre un préambule à son film en 1964, où l'armée américaine prévient que tout ce qui est dans le film est absolument impossible. Ça ne peut pas se produire. Alors qu'on sait que c'est tout à fait faux, enfin, en tout cas en partie, puisqu'il est évoqué dans le film ce qu'on appelle la Doomsday Machine, par exemple, qui est la machine infernale, la machine de l'apocalypse. Et donc, en fait, c'est basé sur des rapports qui disent que les Russes ont tenté, en bourrant un gros Tupolev de missiles, de bombes atomiques. Enfin, ils avaient inventé l'idée de l'arme de dissuasion suprême. C'est-à-dire que si vous nous attaquez, il y a quelque chose qui va exploser, qui de toute façon vous irradiera tous et provoquera l'holocauste nucléaire. Et ça, en fait, ça fait froid dans le dos, mais voilà, c'est évoqué après de manière un peu plus ludique. On se dit, ouais, mais c'est du cinéma, c'est rigolo. Mais en fait, tout ça, à quelque part, plonge ses racines dans des réalités. Et aujourd'hui, moi, je vois moins de...
il y a plus le conte philosophique. Hein. La route, c'est plus un conte philosophique aussi sur finalement le père dit à son fils, tu vas devoir porter le feu, c'est toi qui porteras le feu, mais c'est plus le feu nucléaire, c'est le feu de la renaissance d'un monde hypothétique, alors qu'on est dans une vision vraiment absolument horrible. Et je sais pas, je pense que j'ai du mal à répondre à cette question directement, mais les centres d'intérêt se sont un petit peu déplacés. Mais quand j'entends le discours, malgré tout, de nos spécialistes ici sur notamment la perception dont on a dans le grand public de la crise nord-coréenne, j'ai un peu l'impression que la réalité va trop vite et dépasse un peu trop vite la fiction. Donc, la fiction est assez vite débordée. Peut-être que je connais moins le secteur des séries, il y a pas mal de séries qui tournent un peu autour de ça aussi, le monde de demain. Mais les choses vont trop vite, quoi. Les écrivains de science-fiction, ils sont un peu en retrait par rapport à ça. D'ailleurs, on n'est plus vraiment dans un âge d'or, on est plus dans autre chose, on est littérature plus sociale, etc. Parce que tout ça nous dépasse, l'évolution technologique qui va très vite, etc. Donc il manque encore, à mon avis, une nouvelle écriture, une nouvelle narration de ce monde qui soit en adéquation avec ces changements qui sont trop gros pour être vrais. On a beau dire que le président coréen est un être rationnel, ça j'en suis sûr, effectivement c'est un être rationnel, mais quand on le voit, il est trop grand pour être vrai, comme Donald Trump est trop gros pour être vrai, quoi. Kubrick, s'il vivait encore, son président en lui, interprété par Peter Sellers, qui est quand même un acteur humoristique avant tout, son président est très crédible, quoi. Il n'aurait pas osé mettre un Donald Trump. Ce sont les généraux qui ne sont pas crédibles. Mais Donald Trump, il n'aurait pas osé. Voilà. Mais ça viendra. Ça marche? Oui, ça marche. Ah ben voilà. Oui, parce qu'en fait, on a parlé de votre question là. C'est moi qui ai posé la question par rapport au nucléaire d'Israël et vous n'avez pas vraiment répondu aussi, parce que c'est au Moyen-Orient, tout un secret vraiment informé au niveau de la force nucléaire israélienne a été emprisonné pendant des années et encore maintenant il est interdit de communication et sous résidence surveillée. Bon, il y a ça. Mais alors, moi je trouve que ce débat c'est très très intéressant, mais il manque tout un aspect qui est derrière cette force nucléaire, la production des armes. Donc, comme fait Agir pour la paix, le lobby tour dans le quartier européen auprès des multinationales et des entreprises européennes et autres. Hein. Je crois que c'est intéressant de voir que c'est Siemens, c'est, je sais pas moi, Dassault, etc., etc. Donc c'est très important de visualiser cela. D'autre part, je trouvais que ce serait intéressant pour la personne et pour tout le monde hein, d'aller visiter le parc de la paix à l'université de Mons, où chaque année, au mois d'août, il y a une commémoration d'Hiroshima et Nagasaki, avec la présence de toutes les associations de paix. Je crois que c'est une des seules fois où on est tous ensemble. Il y a beaucoup de vieux et de vieilles comme moi. Et là, vous voyez très bien qu'il y a énormément de puissances qui ont l'arme nucléaire ou qui font des essais, parce que vous avez des petits, comme des petits pavés. Alors, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, tout le monde, quasiment tout le monde a l'arme nucléaire. Il n'y a pas que l'Iran et, enfin, je dis quasiment, comment dire, il n'y a pas que l'Iran et la Corée du Sud, il y en a d'autres qui sont bien plus puissants. Mais alors aussi, moi, ce qui me désole, et je suis en train de lire le livre des féministes pacifistes sur Graham Common, où il y a plus de 30 000 femmes pendant des années, dans les années 80, ont travaillé, ont milité contre la base nucléaire, oui, là-bas. Je me dis, mais où en est le mouvement de paix? Il n'y a quasiment plus d'activité par rapport à l'arme nucléaire, parce qu'il y a aussi tous les problèmes autour des bases nucléaires, comme en Sardaigne,
avec les essais de l'uranium appauvri, où il y a des cancers, des leucémies, ici en Europe, hein, donc ça peut arriver aussi chez nous. La question qui est derrière tout ça, est-ce que vous voulez y répondre par rapport avant votre témoignage, hein, je veux dire, vous aviez posé. Ok. On n'en a pas parlé, le rôle, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a une autre question dans le public qu'on prend à la volée, et comme ça, on terminera sur ces 3 questions. Vite, hein, 1 minute max, hein, ça va pour la poser. Moi, j'avais 2 questions, parce que c'est bien si les armes nucléaires américaines quittent la Belgique, mais est-ce qu'il y en a dans tous les pays limitrophes à la Belgique? Compte tenu de la superficie du territoire belge, bon, bah, si elles sont en Allemagne ou en France, en fait, c'est kiff le bourricot. Et donc, quid des autres pays européens pour ces armes américaines? Et alors, j'avais une question pour Denis. Finalement, il y a quand même toute une production audiovisuelle de propagande nord-coréenne. Et est-ce qu'il n'y a pas des films nord-coréens de propagande comme il a pu en exister finalement aux États-Unis ou même en Russie, voilà, parce qu'ils produisent quand même de l'imagerie plutôt politique, mais est-ce qu'ils produisent aussi des formes plus littéraires? Alors juste donner juste une info, désolé, c'est pas une question, mais je le fais quand même. C'est que, je ne sais pas si on a parlé de la question de la sécurité informatique il y a quelques années, comme anecdote. Il y a eu un énorme virus informatique, je pense qu'il s'appelait I Love You, de mémoire, qui a contaminé l'ensemble de la planète. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte que l'unique objectif de ce virus était d'infiltrer une centrale nucléaire iranienne. Et donc, afin d'infiltrer cette centrale nucléaire, des pirates informatiques ont développé ce virus partout dans le monde. Il a contaminé, je pense, tous les pays qui existent. Et l'unique objectif, c'était qu'un employé de la centrale l'attrape à son domicile et que via une clé USB, il le transfère à la centrale, ce qu'ils ont réussi. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a quand même effectivement des failles de sécurité importantes, y compris dans les systèmes informatiques, et que l'ampleur de ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ces failles n'est pas si énorme. Là, avec un virus informatique, ils ont touché le monde entier, et en partant du principe qu'un employé ne respecterait pas les protocoles de sécurité, ce qu'il s'est effectivement passé. Et donc, voilà, il faut, sans être alarmiste, avoir conscience des risques réels. La présence d'armes nucléaires, et puis la question de la propagande nord-coréenne chez nous. Une dernière question. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que malgré le traité de non-prolifération, Israël a pu faire des essais nucléaires dans le désert aux États-Unis? J'ai lu ça plusieurs fois. Et comme proposition pour en sortir, c'est profiter des prochaines élections législatives pour demander qu'on ait eu les Vogel. C'est plus... bon, c'est pas très important, mais bon, c'est un symbole plus fort. Et aussi, les avions qui doivent remplacer les F-16, si je m'abuse, on les oblige à avoir un système pour larguer des bombes. Le sable a dû sortir de la compétition. Voilà, c'est à vous. Je vais essayer de répondre rapidement. Alors, je ne vais pas me lancer dans un diagnostic du mouvement de paix belge ou international parce que ça serait long et on a vu assez de choses déprimantes pour la matinée. Mais c'est vrai qu'on a connu de meilleures heures, soit. Sur la question des armes belges, donc je disais, il y en a aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, Belgique, des armes états-uniennes. Donc après, oui, il y a les puissances nucléaires que sont la Grande-Bretagne et la France dans les puissances européennes, mais les armes états-uniennes présentes sur le sol belge, sur le sol européen, à considérer qu'on considère la Turquie comme le sol européen, mais on ne va pas rentrer dans le débat spécifiquement. Donc oui, il y en a d'autres, mais après, il faudrait rentrer plus loin dans la politique interne de l'OTAN pour étudier en final comment le fait que ces armes tactiques au sein de l'OTAN, le fait qu'elles soient évacuées, comment ça pourrait par exemple débloquer
le processus désarmement, le pilier des armements au sein du traité de non-prolifération. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une étape assez essentielle, et de ce que j'en comprends, ces armes états-uniennes présentes sur le sol belge sont un des éléments de blocage des négociations au sein des conférences de révision du traité de non-prolifération depuis un certain nombre de temps. Il y en avait d'autres pour moi? C'était quoi la question sur Israël? Ah, la question de l'industrie. Ben, je pense que, alors l'industrie aussi, quoi, je pense que ma collègue est plus, j'ai une collègue qui est plus experte sur Stéphanie, sur la question de l'industrie de l'armement. Mais c'est sûr que d'une part, c'est un acteur incontournable, le complexe militaro-industriel en général, et d'une puissance assez rare. D'ailleurs, Luc Mampé du GRIP avait fait des analyses assez intéressantes à l'époque de 2007 et du crash des subprimes, de montrer qu'en fait une des valeurs refuge avait été les actions de l'industrie de l'armement qui n'avait que cessé de monter pendant ce temps-là. Je pense que la question, sans vouloir développer parce qu'on est déjà en retard, en tout cas c'est là aussi avec la question de l'industrie où on peut faire le lien avec le nucléaire civil, et où effectivement l'un et l'autre ne sont pas forcément détachables, mais ça c'est avec l'industrie de l'armement en général, de la même façon que l'Europe décide d'investir dans la recherche, c'est la question de la recherche, c'est du dual use, ça veut dire une technologie, un satellite par exemple, ça peut être utilisé à des fins non guerrières, mais une technologie peut avoir le double usage. Et c'est la même chose pour le nucléaire. Et c'est aussi les industries du nucléaire civil, des industries du militaire, c'est des géants qui brassent, le rapport de force entre nous et eux est légèrement défavorable. Légèrement. Juste sur le F-35, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Non. L'aspect capacité de pouvoir remporter bombe nucléaire tactique B-61 modernisée ou non compte pour 1,6% de la décision finale. Donc même, je discutais avec les gens de Saab et ils disaient c'est pas un problème techniquement. Au niveau de l'ingénierie, c'est absolument pas difficile. En même temps, c'est une bombe à gravité, donc c'est juste un rail à mettre, une connectique, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que là, je vous encourage juste à lire l'analyse qu'en fait le GRIP sur ce sujet. C'est un appel d'offres qui a été remarquablement transparent d'après les standards internationaux. Ça pourrait l'être encore plus possiblement, mais je pense qu'il y a un déficit d'information au niveau de la société civile sur les enjeux de ce remplacement des F-16. Et je pense que justement ce point d'accroche que constitue la capacité ou non d'emport de bombes nucléaires tactiques fait typiquement partie de ce déficit d'information, parce qu'il y a des enjeux qui sont politiques, il y a des enjeux qui sont techniques, technologiques, et il y a des enjeux diplomatiques, etc., etc. Mais donc, sur ce point bien particulier, qui est le seul sur lequel je peux rebondir, là, j'ai plutôt tendance à dire non, il ne faut pas se focaliser là-dessus, parce qu'en l'espèce, ça fait partie du dossier, mais ça n'a jamais préoccupé qui que ce soit, que ce soit au sein des forces armées belges, au sein de Boeing, Saab, Eurofighter, ou même Dassault qui va utiliser ça comme autre chose, mais qui a décidé royalement de court-circuiter tout le processus parce qu'ils n'ont pas compris que la Belgique, c'est pas le Qatar. Et que quand on veut vendre des appareils de combat, c'est pas en décrochant le téléphone avec un ministre et en écorchant son nom par la même occasion, parce que van de pute, hein, bon, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà, c'était peut-être pour dire que dans un dossier aussi complexe que ça, il faut vraiment, de mon expérience propre, les forces armées belges ont été remarquablement transparentes, ouvertes, prêtes à dialoguer sur tous les aspects liés à ce remplacement. Et donc là, on manque d'informations, mais j'ai un collègue qui a travaillé là-dessus de manière très très sérieuse, qui peut répondre vraiment entièrement à tout ça. Voilà. Mais merci. Oui, mais ça appartient à tout le monde. Ça, c'est pas la même chose. Saab n'a pas pointé du doigt le nucléaire particulièrement. L'enjeu pour Saab, c'était, je le sais bien, j'ai beaucoup parlé avec eux,
L'enjeu, ça a été pour Saab de devoir se plier à une décision du gouvernement suédois qui a dit « Nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande de suivi opérationnel ». Mais ça ne concernait pas tant le nucléaire que les opérations à l'étranger qu'effectueraient les appareils de la force aérienne belge.